Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de notre série Le Retour du jeudi. Le Retour du jeudi est une émission hebdomadaire qui paraît tous les deuxièmes jeudis du mois à 19 heures. C'est une émission proposée par la Fédération nationale des VRP et commerciaux de la CGT. Dans ce premier épisode, et à quelques jours de la Journée internationale des droits de la femme, nous avons décidé de vous présenter un personnage, Martha Desrumaux, militante, communiste, syndicaliste, première femme à être présente lors des accords des Grenelles. Mais Martha est aussi souvent oubliée des livres d'histoire et de notre histoire sociale. Le Retour du jeudi vous propose donc, pour notre premier épisode, de découvrir ce personnage par un petit film. Je vous souhaite donc bon film et je vous dis à la semaine prochaine. Femmes de France, épouses, mères, fiancées, qui rêvaient d'un avenir meilleur, aidez-nous à le réaliser. Luttez avec le Parti communiste afin d'obtenir de suite pour vos petits et votre famille du pain, la liberté, la paix, un sort meilleur. Femmes du peuple de France, travailleuses manuelles et intellectuelles, rassemblez-vous pour sauver votre foyer en sauvant la paix. Un classeur fabriqué par ma grand-mère pour Sylvie. Des bouts de ficelle, des cartons avec des articles de journaux. Ça m'est destiné. C'est un ami qui me l'a donné au moment de vider ma maison. Bon, c'est quelque chose que j'ai pas ouvert tout de suite parce qu'on était en plein déménagement. Pour moi, c'est un héritage de ma grand-mère, quoi. Elle tenait quand même à ce que j'ai connaissance de ce qu'elle a pu faire, puisque elle l'a fabriqué pour moi. Mais elle en a jamais parlé. Je savais qu'elle faisait de la politique, mais je savais pas du tout qu'elle avait fait de la résistance. Est-ce que j'aurais pu deviner que ma grand-mère, à l'âge de 9 ans, elle avait travaillé, qui s'est syndiquée à l'âge de 13 ans, quoi. Ouais, non, ouais, j'en parle, j'ai la chair de poule, quoi. C'est fou. Martha, c'était, on dit là, une grande, mais le mot est petit. Le mot est petit. C'était une géante, Martha. Je ne crois pas qu'elle ait dit « je suis une femme libre », mais très clairement, elle était une femme libre. Et puis elle n'avait peur de personne, des autorités ou tout. Quand elle trouvait un argument qui était juste et valable, elle le défendait jusqu'au bout. Pour moi, Martha, ça reste un exemple. C'est pas un passé révolu, c'est aussi du présent. On est toujours dans la bataille aujourd'hui. Martha vit la grande époque de la classe ouvrière. Elle naît à la fin du 19e, elle meurt en 1982. C'est l'époque où la classe ouvrière a été comme une espèce de phare, si vous voulez. À l'aube du XXe siècle, la révolution industrielle bouleverse la société. Dans les mines, les ateliers textiles, la métallurgie, des centaines de milliers de femmes et d'hommes travaillent désormais au rythme des machines. Issue des milieux populaires du nord de la France, Martha Desrumaux est prédestinée à devenir une de ces petites mains du système capitaliste moderne, soumise à un travail physique, éreintant, et dont la vie est extrêmement modeste. Mais Martha grandit surtout au cœur d'un univers social à part entière, qui va devenir le poumon des luttes syndicales, politiques et patriotiques, aboutissant à la construction du modèle social français tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. À travers cette histoire des combats ouvriers, largement dirigés par les hommes, Martha va s'imposer et faire entendre sa voix plus qu'aucune autre, pour mobiliser les travailleuses et améliorer leurs conditions. Aujourd'hui méconnue, Martha Desrumaux est certainement l'une des plus importantes militantes syndicales du XXe siècle. Engagée dans la guerre d'Espagne, résistante de premier plan contre les nazis, survivante des camps de concentration, elle deviendra l'une des premières femmes députées de notre histoire.
suis né le 18 octobre 1897, à Comines, une petite ville entourée d'usines textiles, dans le nord, à la frontière belge. On était 7 enfants, 5 filles et 2 garçons. J'étais l'avant-dernière. Ma mère, elle a connu 11 grossesses. Elle était amputée d'une jambe, alors elle ne pouvait pas travailler en dehors de la maison. Mon père, lui, avait ouvert un petit commerce parce qu'il avait été licencié de l'usine à cause de ses opinions politiques. Trop socialiste pour le patron. C'était une grande gueule. Et je crois que j'ai hérité de son esprit libre. Et aussi de celui de mon grand frère Émile, avec qui j'adorais aller dans les réunions politiques. L'école, ça me passionnait pas. Je préférais courir les rues avec les copains pour glaner des morceaux de charbon et ainsi aider la famille. Le 7 août 1906, le père de Martha, Florimond Desrumeaux, pompier volontaire, meurt écrasé par la pompe à eau lors d'une intervention. Il n'a que 50 ans. À cette époque, où il n'existe ni sécurité sociale ni assurance, la mort du père signifie la misère pour la famille. Martha est alors placée, à 9 ans, comme domestique dans une maison bourgeoise de l'agglomération lilloise. À 9 ans, c'est assez exceptionnel. Probablement même qu'ils étaient hors la loi, ces gens-là. Parce qu'il y avait déjà des lois, à ce moment-là, il ne faut pas l'oublier, qui interdisaient d'employer des enfants avant l'âge de 12 ans. Et vous êtes corvéable à merci. Hein, les journées n'ont pas de cesse. Vous couchez quand la patronne dit « tu peux y aller hein ». Et il n'y a pas de dimanche. Et souvent, elles étaient courtisées par le patron. Hein. Alors là, le droit de cuissage, c'est un grand mot, ça n'avait guère d'existence, mais malgré tout, une jolie jeune fille, jeune, 15 ans, 16 ans, elle était encore bien plus petite, ça peut attirer les hommes de la maison. Et c'était fréquent. Elle a mal commencé dans la vie, cette petite-là. Martha ne racontera jamais ce qu'elle a vécu là-bas. Elle évoque seulement un monde où la solidarité n'existe pas, une expérience très dure qui la pousse à s'enfuir. Ce jour-là, elle parcourt 30 km à pied pour rejoindre Comines. Elle y retrouve le foyer familial en affirmant qu'elle veut devenir ouvrière. Elle a à peine 10 ans. À Comines, on travaillait le lin, dans le bruit infernal des machines, dans la poussière, la chaleur et l'humidité. On pataugeait dans des flaques d'huile des métiers à tisser. 10 heures par jour, même pour les enfants. Tout le monde savait qu'on n'avait pas le droit de travailler avant 13 ans, mais personne ne disait rien. Une fois, j'ai dû me cacher dans une caisse quand l'inspecteur du travail est passé. Le Nord, c'est un endroit où les femmes travaillent, et elles travaillent notamment dans le textile. Mais ce sont vraiment des femmes issues des milieux les plus populaires, et surtout, elles commencent très jeunes. Elles n'ont absolument pas le temps d'être formées et d'être éduquées. Et justement, le patronat du textile a toujours joué là-dessus, sur le fait que les femmes étaient les moins éduquées possibles pour pouvoir être les plus dociles possibles. Or, Martha n'a pas l'éducation, mais elle n'est pas docile. J'étais bien jeune, mais je me laissais pas faire. Un jour, une ouvrière était absente. Le contremaître me dit « Martha, toi t'es une rapide, tu peux travailler sur 2 métiers à la fois. » Alors je réponds « D'accord, mais si je travaille sur 2 métiers, alors j'ai droit à un double salaire. » À 13 ans, je me suis syndiquée à la CGT à Comines. J'étais la seule fille. Dans les usines et les ateliers, on tutoyait les ouvriers comme ça. Eh bien, le syndicaliste d'Action Directe leur dit « Demandez à ce qu'on vous dise vous ». Voilà. Parce que c'était un signe de distance, de respect pour eux. Il y avait vraiment une idée de « je suis ouvrier, je suis ouvrière, je suis quelqu'un ». Voilà. Et ça, c'est très important pour une conscience. Le 31 juillet 1914, Jean Jaurès, grand réformiste social et pacifiste, est assassiné alors qu'il faisait campagne pour éviter la guerre contre l'Allemagne. Une guerre qu'il considérait comme impérialiste,
au service des industriels et au détriment de la classe ouvrière. Le lendemain, pour lui rendre hommage, Martha s'échappe un moment de l'usine pour mettre en berne le drapeau rouge de la Maison du Peuple de Comines. Début octobre 1914, Comines est occupée. La plupart des usines sont fermées, les jeunes sont raflés par les autorités allemandes pour effectuer de multiples corvées. Toutes les activités syndicales et politiques sont interdites. S'ajoute à cela l'horreur des combats. Comines est située à 15 km d'Ypres, en Belgique, où pour la première fois est utilisée l'arme chimique. En 1917, la population civile est évacuée. Martha, sa mère, ses 2 frères et ses 4 sœurs partent pour Lyon. Lyon est aussi un haut lieu du mouvement ouvrier textile. C'est la ville des canuts, ces ouvriers tisserands du XIXe siècle, connus pour leur révolte. Martha est embauchée dans l'entreprise Hasbrook, délocalisée de Comines à Lyon. Avec la complicité de son grand frère Émile, syndicaliste déjà expérimenté, elle va diriger sa première grève. Elle a 20 ans. Comme c'était la guerre, le patron avait la pression et ne pouvait pas se permettre que le travail s'arrête très longtemps. Alors on s'est dit que c'était le moment de demander une augmentation des salaires et plus de sécurité par rapport aux machines. J'ai mobilisé les filles de l'atelier et c'est moi qui ai négocié. On a obtenu ce qu'on demandait. Je savais ni lire ni écrire, alors j'ai passé toute la nuit à apprendre à signer à peu près correctement. Et le jour de l'accord, je me suis débrouillé pour ne pas avoir à le lire moi-même devant les camarades. Elle parle d'une manière compréhensible et en même temps d'une manière qui semble capable d'entraîner, quoi. Elle a une force d'entraînement que d'autres militantes issues aussi du monde ouvrier n'ont pas exactement. Pour reprendre un terme de la police et des renseignements généraux quand il s'agit des hommes, on ne l'emploie pas pour les femmes, elle est une meneuse. En cette même année 1917, dans l'Empire russe, le tsar Nicolas II doit abdiquer sous la pression des révoltes populaires. En octobre, les communistes et leur leader Lénine prennent le pouvoir avec 3 idées fortes. Le contrôle des ouvriers sur les usines, le partage des terres, la paix immédiate avec l'Allemagne. La révolution russe va entraîner de nombreux bouleversements au sein du mouvement ouvrier. En 1921 est créé le Parti communiste français. Ses partisans sont exclus de la CGT et créent la CGTU. Martha est de ceux-là. La révolution russe, elle donne crédit à un imaginaire de la révolution. C'est aussi l'idée que les ouvriers sont capables de gérer et de diriger un État, quoi. Le Nord est dévasté par la guerre. La région a perdu près de 10% de sa population. Les villes sont en ruine. La terre, polluée par les gaz, est jonchée de cadavres. Quand Martha rentre à Comines en 1921, elle reprend son poste aux usines Hasbrook, qui ont été hâtivement reconstruites. À la filature, on pataugeait toujours dans les flaques de cette huile qui giclait sur nous toute la journée. On a réclamé pour avoir des tabliers de toile cirée et des sabots. Les copines, elles disaient « Ils vont jamais nous donner ça ». Ben, j'ai dit « On va lutter, on va l'avoir » et on l'a eu. Et quand le patron il a essayé de m'acheter en me nommant contre-dame pour contrôler le travail des filles, j'ai pas fait comme il aurait voulu. Au contraire, dès la moindre revendication, je me suis imposé comme délégué des ouvrières pour défendre les copines, bien entendu. Devenu responsable syndical, j'allais dans les congrès et les meetings. Un jour, j'interpelle le puissant délégué du syndicat des mineurs. Je lui dis «
Mon camarade, dans tes cahiers de revendications, il n'y a rien pour les ouvrières dans les mines. Il me répond, il n'y a pas de femmes qui travaillent à la fosse. Mais je me suis pas laissé démonter. T'oublies les trileuses et toutes les femmes qui travaillent à la surface dans des conditions abominables. Voilà, désormais on tiendrait compte des femmes dans les discussions et moi, on m'écouterait comme une dirigeante. Il se trouve qu'il y a une rencontre quand même, pile au moment où Martha Desrumaux s'engage, entre les idées du féminisme et le communisme. Et on a, ça dure pas longtemps, mais au début des années 20, il y a, de mon point de vue, une espèce de parenthèse enchantée pendant laquelle le Parti communiste, alors évidemment, parce qu'il est impératif, si on veut faire la révolution à un moment donné, d'avoir les femmes avec soi. Donc il y a une forme d'intérêt à la chose. N'empêche que le Parti communiste s'ouvre à la question des femmes, pose la question des femmes. D'ailleurs, dans les congrès, on a la question des femmes, ce qui est quand même une véritable révolution. Martha est désormais repérée par les cadres du Parti communiste, notamment par Maurice Thorez, le futur grand dirigeant qui lui confiera de nombreuses responsabilités. Elle est nommée responsable de la délégation des femmes syndicalistes et progressistes qui se rendra à Moscou pour le 10e anniversaire de la Révolution d'octobre. La préfecture lui refuse son passeport. Alors pour ce premier voyage en URSS, elle sort illégalement de France, en se faisant passer pour une femme de chambre accompagnant la délégation. Martha visite des usines qui tournent à plein régime. Dans la campagne, la renaissance agricole semble réelle, et de nombreux paysans sont désormais éduqués. Elle est enthousiasmée par l'existence des assurances maladie, des allocations chômage, des congés de maternité, et par la durée de travail de 8 heures. Martha rencontre des femmes venues de tous les horizons, notamment Clara Zetkin, celle qui a initié en 1910 la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes, le fameux 8 mars. Mais elle n'a pas réellement de contact avec les syndicats locaux et la population, encore moins avec les opposants au régime. Et les premiers procès politiques enclenchés par Staline ne semblent pas la faire douter. À son retour en France, Martha est clairement identifiée comme une meneuse communiste. Et dans le Nord, plus personne ne veut l'embaucher. Elle a 30 ans, elle survit grâce à la solidarité des camarades de la région. De la fin des années 20 au début des années 30, elle n'a de cesse d'organiser la lutte des ouvrières face au consortium des patrons du textile du Nord. En 1929, elle est la première femme élue au comité central du Parti communiste français. Pour les femmes, l'accès à l'espace public est un problème. L'idéal dont on rabâche un peu les oreilles aux oreilles des femmes, c'est la réalisation de soi dans la famille. Là où Martha détonne, si l'on peut dire, c'est que elle, comme d'autres, mais enfin minoritaire tout de même, elle a justement privilégié l'engagement public. Cet engagement public qui est généralement condamné pour les femmes, c'est pas votre place, c'est pas votre rôle, faites attention, rentrez à la maison, etc., etc. Et elle, c'est le contraire. Elle assume. Martha était une grande gueule. Elle n'avait pas l'habitude qu'on la domine ou qu'on dirige sa vie. Il lui est connu aucune relation affective dans les années 20. Elle est surnommée la Vierge Rouge. Alors, est-ce seulement référence à Louise Michel ou est-ce référence aussi à un style de vie, à un certain rapport avec les hommes ? Le 24 octobre 1929, c'est le Jeudi noir à New York.
Un crash boursier sans précédent qui annonce une longue crise sociale qui s'étendra à toute l'Europe. La peur et la résignation prennent le pas sur la contestation. La répression politique devient très forte. Les militants communistes sont surveillés, parfois même harcelés par les autorités. Martha est arrêtée et condamnée à plusieurs reprises. Elle doit se résoudre à quitter le Nord pour quelque temps. Ses qualités d'agitatrice et son influence dans le milieu ouvrier lui valent d'être choisie pour l'école léniniste internationale. Elle part une seconde fois en URSS pour 16 mois. Cette école va leur donner, en gros, une formation générale d'histoire, d'économie politique, de philosophie, mais aussi leur donner un certain nombre de savoir-faire dans le militantisme, les pratiques. On sait qu'elle a été très active, elle a servi beaucoup d'oratrice dans les meetings, dans les usines. Elle défend la politique de l'international et la politique de l'URSS sans hésitation. Et je pense que pour elle, il n'y a pas de doute. Je ne suis pas certaine qu'elle a été très curieuse, c'est-à-dire qu'elle soit allée vers les informations. Et puis on est quand même dans une société qui est une société de surveillance, où les étrangers ne sont pas libres de se promener partout, et elle ne peut pas douter, dans la mesure où toute sa culture, et notamment sa culture politique, venait du Parti communiste. Elle n'avait aucune possibilité d'aller ailleurs, quoi. À Moscou, Martha passe du temps avec un autre militant qu'elle avait rencontré dans le Nord quelques mois auparavant, Louis Manguine, syndicaliste communiste de la sidérurgie, totalement engagé dans la cause lui aussi. C'est dans le cadre de cette vie moscovite en vase clos que Martha et Louis tombent amoureux. Ils se marient en Russie à la fin de l'année 1932. Elle est une des rares femmes qui continue à militer sous son nom de jeune fille. Elle n'utilise pas, elle ne devient pas la femme d'eux, certainement pas. Et de fait, la vie en tant que épouse, enfin la vie du couple, passe totalement après l'engagement militant. On avait compris qu'en 1933, c'est le vote des chômeurs qui a permis à Hitler d'arriver au pouvoir. Alors, on a développé la lutte dans les usines, les chantiers, les bureaux, pour unir les chômeurs avec les ouvriers et pour empêcher le fascisme de s'organiser en France. Quand il y avait des manifestations fascistes, on y est allé à chaque fois pour les contredire. Avec Louis, on a organisé la grande marche des chômeurs, 240 km à pied entre Lille et Paris. On a eu l'autorisation, à condition qu'on marche par groupe de 3, pas plus. Les ouvriers des usines, les commerçants se rassemblaient pour nous regarder passer. Les paysans nous fournissaient des vivres. Il y a eu un enthousiasme. On est parti à 300. Arrivé à Paris, j'étais la seule femme avec des milliers d'hommes. On a fini par obtenir que les chômeurs soient payés le dimanche. La marche des chômeurs, ça aussi, c'est... Elle était en tête dans cette marche. Et là, alors ça a été autorisé à condition que les chômeurs ne soient pas plus de 3 par groupe tous les 100 mètres. Ça me fait un peu sourire aujourd'hui. Et puis alors bon, à l'époque, ma grand-mère, une femme qui est sur l'estrade, prend la parole, quoi. Je pense qu'à cette époque, ça devait choquer pas mal de personnes, quoi. Femme de France, épouse, mère, fiancée, qui rêvait d'un avenir meilleur, aidez-nous à le réaliser. Luttez avec le Parti communiste afin d'obtenir de suite pour vos petits et votre famille du pain, la liberté, la paix, un sort meilleur. En 1936, le cinéaste Jean Renoir dirige une œuvre collective pour le Parti communiste. La vie est à nous met en scène la révolte des Français face à une insupportable domination de classe. Nous, communistes de France, nous avons permis à la classe ouvrière
et au peuple de France. Les grands leaders communistes de l'époque s'adressent au peuple à la fin du film. Une seule femme prend la parole, c'est Martha Desrumaux. Et voilà qu'aujourd'hui, on parle de nouvelle guerre. C'est la femme qui est la plus militante, qui est la plus engagée et qui appartient au milieu ouvrier et qui est oratrice. C'est la seule. C'est la seule. Donc elle a une place, j'allais dire, irremplaçable. Femmes du peuple de France, travailleuses manuelles et intellectuelles, rassemblez-vous pour sauver votre foyer en sauvant la paix. En ce milieu des années 30, pour lutter contre la montée du fascisme, un pacte d'unité d'action est signé entre les socialistes de la SFIO et le Parti communiste français. Rejoints par le Parti radical, ils forment en 1936 le Front populaire. Le gouvernement de Léon Blum est porteur d'un immense espoir de justice sociale. Des grèves de masse se propagent dans tout le pays pour accélérer les réformes. Les femmes prennent une grande part dans la lutte. Pour la première fois de l'histoire, s'ouvrent des négociations entre les syndicats ouvriers et le patronat. Encore une fois, j'étais la seule femme présente. Et c'est moi qui leur ai fait passer les fiches de paye des ouvrières du textile pour prouver qu'elles étaient si mal payées. La délégation patronale a dû reconnaître cette exploitation. Et les payes ont été fortement augmentées, même si on était toujours payé moins que les hommes. Les taux du fascisme se resserrent en Europe. Le général Franco avance sur Madrid pour renverser le gouvernement républicain espagnol, avec la complicité d'Hitler et de Mussolini, qui l'aident militairement. La France, elle, n'interviendra pas. Mais le Parti communiste français organise la solidarité envers les populations civiles espagnoles, en envoyant des vivres et des armes, en mettant en place l'accueil d'enfants réfugiés dans des familles françaises. Il met aussi en place le passage des jeunes qui intègrent les brigades internationales, une armée de volontaires de toute l'Europe, prêts à résister contre Franco. Martha fait plusieurs voyages en Espagne pour prendre des contacts et accompagner les jeunes du nord de la France qui rejoignent les brigades internationales. Elle est enceinte de plusieurs mois. La guerre d'Espagne, ça m'évoque cette sorte de fanatisme finalement, qui fait passer la cause et le combat pour la cause au-dessus de sa propre santé, mais comme plus importante que le bébé qu'elle va avoir. C'est pas très surprenant au regard de la conception qui est la sienne de l'engagement. On n'est pas un individu qui s'engage et qui va s'arrêter éventuellement au regard du risque à prendre. On est un individu qui s'engage. Le risque à prendre doit être conscient. Et donc là, on est vraiment dans une forme absolue de l'engagement. Ces militants communistes, ils ne sont pas pour le sacrifice. Leur désir est de vivre. Ils savent que vivants, ils vont pouvoir lutter, rassembler, pour permettre à leurs enfants, à leurs frères, leurs sœurs, à leurs familles de vivre. N'oubliez pas la phrase d'Aragon, dans l'affiche de Rouge, « La mort n'éblouissait pas les yeux des partisans ». Alors que le petit Louis naît au début du printemps 1937, la guerre civile espagnole se poursuit. Elle se terminera par la défaite des Républicains et l'exode de 500 000 personnes vers la France. L'URSS dit ne pas vouloir s'engager dans un nouveau conflit impérialiste meurtrier pour les ouvriers. Staline pactise avec Hitler, mais probablement plus pour éviter une guerre qu'il n'est pas en mesure de mener pour le moment. Le Parti communiste est alors interdit en France. Les militants comme Martha et Louis, toujours fidèles aux décisions de l'URSS, sont stigmatisés, considérés comme des traîtres à la nation. Ça fait partie des sujets qu'elle aura plus tard de la peine à aborder franchement, parce que c'est une situation qui, pour elle, est pénible. D'ailleurs, dès que la situation change, elle va se jeter, non pas à corps perdu, mais fortement dans la résistance. Avant même que la résistance soit organisée, elle va participer, dès l'été et l'automne 40, à des éléments de résistance, alors même que le parti dans son ensemble n'en est pas encore là. En 1939, le conflit entre la France et l'Allemagne semble inévitable. Le Parti communiste français fait finalement le choix de voter les crédits de guerre aux côtés des autres forces politiques.
Les militants comme Louis Manguine rejoignent leur régiment. Mais en quelques semaines, la France est à genoux devant Hitler. Le maréchal Pétain signe l'armistice et collabore avec l'ennemi. Louis Manguine est prisonnière en Allemagne. Martha, elle, est activement recherchée. Partie se cacher à Bruxelles, elle a dû confier leur fils, alors âgé de 2 ans, à une famille de camarades à Lille. Quand elle revient dans le Nord, c'est pour devenir l'un des piliers d'un vaste réseau féminin de résistance. J'ai commencé à vadrouiller dans toute la région, toujours armée, pour mobiliser les femmes dans le combat et préparer des sabotages. Un soir, avec un copain, on est allé saboter le réservoir d'essence d'un champ d'aviation. On avait les foies. Pendant une demi-heure, on est resté là, à observer la sentinelle, à se demander si on allait le descendre, oui ou non. Et finalement, on l'a descendu. On a fait ce qu'on avait à faire. Le 27 juillet 1940, Martha organise une réunion clandestine avec des délégués mineurs du Nord-Pas-de-Calais en vue de déclencher un grand mouvement de grève. La grève de 1941 rassemble 100 000 mineurs, alors que les femmes manifestent dans les corons pour mettre la pression à l'occupant. L'Allemagne perd 500 000 tonnes de charbon en moins de 10 jours. C'est la plus grande grève en Europe sous l'occupation. Le premier convoi de déportés qui quittera la France sera un convoi de mineurs engagés dans la lutte. En juillet 1941, l'URSS entre finalement en guerre contre l'Allemagne qui pénètre sur son territoire. La répression anticommuniste dans le Nord devient beaucoup plus féroce. À la citadelle de Lille, on fusille des dizaines d'otages, en représailles des attentats commis contre les forces allemandes. Le patronat français fournit la liste des militants à la police de Vichy et à l'armée allemande. Je sentais bien que le filet se resserrait autour de moi et qu'un jour ou l'autre, je finirais par être prise. 26 août 41, je suis passée en cachette voir mon fils. Et c'est là que j'ai été arrêtée, à 4 heures du matin. Oui, il y a un prix. Il y a un prix à payer. Quand on est justement une femme militante et mère, il y a l'enfant tout le temps. Donc, aller à la recherche de son enfant et vouloir le voir malgré la clandestinité, moi j'aurais fait pareil. Ah oui, il faut aller chercher, il faut aller le voir, il faut aller l'apercevoir, le toucher un peu, enfin si c'est possible, voilà. Donc elle s'est fait arrêter comme ça. Moi je trouve que c'est la tragédie totale, quoi. Parce que, en fait, elle n'aurait pas dû aller. Le 28 mars 1942, Martha est la première Française déportée au camp de concentration pour femmes de Ravensbrück, au nord de Berlin. Elle devient le matricule 9948. J'avais à peine 11 ans au moment de notre arrestation. Mes frères, Robert n'avait que 9 ans et demi et 3 ans et demi le petit André. Et c'est là que nous avons rencontré pour la première fois Martha Desrumaux, qui y était déjà depuis quelques mois. Un signal donné, nous devions tous nous mettre nus, comme nous étions mal à l'aise. Vous savez, à l'époque, on était si pudiques. Jamais je n'avais vu maman nue. On travaillait 9 heures par jour, mais les appels pouvaient durer plusieurs heures, dehors, debout, dans un froid glacial ou sous un soleil de plomb. Parfois, quand on voulait secourir l'une ou l'autre qui tombait, on s'apercevait qu'elle était morte. Il y avait déjà 1 an et demi que j'étais là quand les Françaises ont commencé à arriver. Je leur ai dit comment il fallait tenir le coup. Quand elles disaient « je vais à l'hôpital, je suis malade », je leur disais « faut pas aller à l'hôpital, vous n'êtes pas malade ». Parce qu'aller à l'hôpital, c'était le four crématoire.
Elle avait son franc-parler et puis elle disait « c'est impossible ». Après, je m'en suis « c'est impossible, trois petits gosses comme ça dans un camp. Mais qu'ont-ils fait pour mériter cela ?» Et puis Martha aimait tout particulièrement mon frère Robert parce qu'il avait à peu près l'âge de son fils. Je me souviens qu'à Noël 43, lorsque nous sommes arrivés, eh bien, Martha s'était débrouillée pour nous procurer quelques biscuits et c'était déjà énorme pour nous. Plus tard, je fabriquais des vêtements pour les soldats allemands. On faisait exprès de faire des coutures de mauvaise qualité et on mettait des poux dedans. Ils avaient trouvé le truc des poux. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est ça l'invention. Il faut en militant et en résistant, il faut inventer. Voilà. Et elles avaient inventé ça. Ça lui a coûté cher. Un jour, je me suis blessé au doigt avec une machine. Les nazis avaient compris qu'on sabotait et ils savaient que j'étais une communiste partisane. Le médecin a ouvert mon doigt tout entier d'un seul coup avec un ciseau. Moi, la main de Martha, je l'ai dans ma tête. Et je la vois grande, une grande main toute blanche. Et une main qui est complètement déchirée par une lame qui l'a prise d'en bas jusqu'en haut. Et toute sa vie, elle a tenu effectivement, ce doigt ne marchait plus du tout. Et cette coupure-là, cette blessure-là. Pour me soigner, il y avait là une femme tchèque, une communiste comme moi. Elle m'a guéri et j'ai pu retourner au travail. Sinon, je serais morte. Au printemps 1945, sous l'égide de la Croix-Rouge danoise, les autorités allemandes acceptent l'échange de 300 déportés de Ravensbrück contre 300 officiers nazis. Martha ne veut pas partir et laisser ses camarades. Mais les autres déportés vont la convaincre. La guerre n'est pas finie. Toutes craignent de disparaître. Alors elle lui confie une mission, témoigner. Et elle rejoint Paris. Il y a tous les officiels qui l'attendent, hein, le général de Gaulle, membre du gouvernement, les mouvements de la résistance. Et c'est la première fois qu'ils voient y arriver un camp, enfin des femmes sorties d'un camp. Ils savaient que c'était l'horreur, mais là ils sont sidérés de voir ces femmes, la plupart ne marchant plus, et de ces femmes en détresse. Une voix surgit. Je suis Martha Desrumaux, les nazis ne m'ont pas eu. Je suis Martha Desrumaux, les nazis ne m'ont pas eu. Ce qui est magnifique, hein. Mais je crois qu'il y a chez elle une conscience d'être Martha Desrumaux et son nom est connu. Elle lance ce nom, je ne sais pas ce qu'elle pense à ce moment-là, j'en sais rien du tout, mais c'est comme un témoignage, je suis moi, je suis là. L'expérience de la déportation est indicible. Et à l'heure de la paix, qui a envie d'entendre le témoignage des survivants ? La majorité d'entre eux se taira pendant longtemps. Mais Martha, pourtant atteinte du typhus, trouve la force de tenir la promesse faite aux camarades restés à Ravensbrück. Elle intervient devant 2500 cheminots et mineurs pour dénoncer le système concentrationnaire. Malheureusement, elle a été enfermée au camp de Ravensbrück durant 4 ans. Mon père était né, et puis quand elle est revenue, il avait 8 ans, le gamin, quoi. Je veux dire, il avait 8 ans. Je me souviens pas que mon père a parlé de cette période. Il en a même jamais parlé. Est-ce qu'il a pu vivre ? Mais je pense que oui, il y a dû avoir un petit traumatisme quand même, quoi. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Martha, comme son mari Louis, bon, ils n'ont pas eu de vie de famille. C'est pas simple. Mais il faut des gens comme ça, malheureusement, pour faire avancer les choses, quoi. Nous avons le plaisir, tous ensemble, d'inaugurer le collège Martha Desrumaux. Allez-y. Bravo.
Et vous voyez, Martha a dit, les nazis ne m'ont pas eu. Et moi, je dis quelque chose de semblable. Je suis encore là. On a voulu m'éliminer, mais je suis là. Toute sa vie, Martha refuse la résignation. Elle rassemble les femmes et les hommes afin qu'ils obtiennent de nouveaux droits, deviennent totalement des citoyens. Elle se bat contre la xénophobie et le racisme, pour la liberté, l'égalité, la solidarité, la paix, la fraternité, pour l'émancipation de l'humanité. Pour les élections municipales d'avril 1945, nous les femmes, on a enfin pu voter et être candidate pour la première fois. J'ai été élue adjointe à la mairie socialiste de Lille et aussi secrétaire générale de la CGT du Nord. Aucune femme l'avait été avant. C'était important. Beaucoup de députés étaient morts au combat ou en déportation. D'autres avaient collaboré avec les nazis. Et le gouvernement a décidé de proposer aux forces de la résistance de désigner des citoyens ou des citoyennes pour les remplacer jusqu'aux prochaines élections. J'ai été choisie pour figurer parmi les 16 premières femmes députées de l'histoire de France. Je suis sénatrice aujourd'hui, elle a été députée. Sans elle, peut-être aujourd'hui, j'aurais même pas cette place ici. Peut-être ce serait encore un homme si des gens comme elle ne se seraient pas battus à une époque pour pouvoir laisser la place aux femmes. Très affaiblie par les années passées en déportation, Martha ne siégera pas réellement à l'Assemblée. Cette nomination reste symbolique. Mais Martha reste active au niveau local et syndical. Elle continue à se battre pour l'égalité des salaires, les congés de maternité et l'accouchement sans douleur. Elle milite aussi pour que les jeunes filles de la classe ouvrière puissent accéder à des études plus longues. Quand elle s'adressait aux jeunes, elle avait dans sa voix une certaine affection. Elle était reconnaissante aux jeunes filles, par exemple comme moi, qu'on soit militante, qu'on milite, elle voyait aussi qu'on avait besoin, nous, d'avoir des conseils. Et je pense qu'elle nous a bien aidés. Mais Martha, elle disait, il n'y a pas de petites revendications, c'est petit à petit, on arrive après aux grandes revendications qui sont, comme tout le monde, les salaires, etc. Par exemple, le patron, il limitait le temps des filles pour aller aux toilettes, parce qu'il estimait qu'elles prenaient trop de temps pour aller aux toilettes et qu'elles fumaient. Il n'y avait pas tant de pauses. Parce qu'il y a des entreprises où il y avait un système, au bout d'un certain temps, les portes des toilettes s'ouvraient. Et nous, on ne voulait pas de ça. On était des êtres humains, il fallait reconnaître notre dignité. À partir de là, notre dignité était atteinte. Il ne faut pas charrier. Elle m'a fait réfléchir sur un tas de choses. Toujours essayer de rester froid dans le cœur pour pouvoir faire en sorte que la tête, que le cerveau réfléchisse. Et c'est vrai que j'étais un peu impulsif, comme le sont tous les jeunes gens ou jeunes filles de notre âge, quand il y a des injustices, quand il y a... Elle était unique. Il aurait fallu qu'il y en ait beaucoup plus comme elle. Peut-être que ça n'aurait pas été pareil, quoi. Peut-être que j'aurais fait comme les autres, moi, ouais. Je me serais mariée, j'aurais eu peut-être des enfants, et j'aurais pas milité du tout, ni au parti, ni au syndicat. Malgré les acquis obtenus par les travailleurs après la guerre, comme la sécurité sociale, les conditions de vie restaient difficiles, et la révolte grondait à nouveau. Nous, les communistes, on avait été écartés du gouvernement. C'était le début de la guerre froide. On a mobilisé les travailleurs avec la CGT et ils se sont mis en grève dans tous les secteurs. En 1948, le ministre de l'Intérieur socialiste, Jules Mock, a profité des grèves pour déclencher une violente campagne anticommuniste et anti-cégétiste. Les mineurs, qui avaient résisté héroïquement contre les nazis et qui avaient été si vaillants pour la reconstruction du pays, ont subi une répression d'une violence terrible.
Des centaines de syndicalistes ont été licenciés. Certains ont été obligés de quitter la région. À l'aube des années 50, les témoignages révélant la répression politique et les camps de travail existant en Union soviétique ébranlent les communistes français. Les plus fidèles partisans dénoncent une attaque purement anticommuniste. Martha, qui a toujours exprimé une grande confiance envers les choix de l'URSS, ne se prononcera guère à propos du goulag ou des procès politiques. On était vraiment mal à cette période-là. Hein, et puis... moi, j'ai contourné ça comme ça. On s'est plus axé sur ce qui se passait dans notre boîte, sur ce qui se passait dans le département et dans notre pays. Martha partait du principe que, notamment, le Parti communiste pouvait avoir sa propre vie, sa propre évolution en France. En gros, il faut prendre connaissance des échecs qui se font ailleurs. Et puis dire, ben voilà, nous, on peut créer notre propre parti en faisant attention, justement, de ne pas faire les mêmes erreurs que dans les autres pays, ils ont fait, comme en URSS. Pour quelqu'un comme Martha Desrumaux, rompre avec le communisme, c'est rompre avec sa vie. C'est pas pensable. Ses engagements, sa vie, c'est le communisme. Comment pourrait-elle remettre en question cet engagement ? Ça me semble pas possible. C'est au cœur de cette époque trouble pour le parti que Martha s'éloigne peu à peu des responsabilités. Dans les années 60, elle continue à s'investir au Parti communiste et à la CGT, mais en arrière-plan, pour aider sur le terrain les camarades des nouvelles générations. La santé de Martha reste fragile, notamment à cause des tortures et du typhus subis lors de sa déportation. À la fin des années 60, sur le conseil des médecins, elle et son mari décident de déménager en Provence, où le climat est bien plus doux que dans le nord. Ils s'installent à Évenos, près de Toulon. On arrive à la plaque. Alors, elle est là, la plaque. Ah, elle est mi-ombre, mi-soleil. Martha. Toute petite, j'assistais à ces réunions et je pouvais rester 4-5 heures à l'écouter. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle disait. Elle parlait de politique, elle parlait de Ravensbrück, elle parlait de tout. Et j'étais là et j'écoutais, et puis c'était quelque chose de formidable pour une petite fille qui avait 5 ou 6 ans. Elle a donné une idée de la femme que je n'aurais peut-être pas eue, que notamment la femme avait sa place dans la société. Elle m'a aidée à réussir dans la vie. Et voilà, j'ai réussi à rentrer dans la fonction publique, ce que j'aurais peut-être pas réussi si elle n'avait pas poussé à faire des études. Ça a été, oui, elle a donné un sens à ma vie. Martha et Louis n'arrêteront jamais vraiment de militer, de faire partager leur expérience de la lutte, en recevant régulièrement des camarades venus de toute la France. Le 30 novembre 1982 au matin, Louis Manguine décède. Martha le rejoint quelques heures plus tard. Elle s'est laissée partir. Elle ne pouvait pas accepter que Louis ne soit plus là. C'est l'homme de sa vie, le seul homme de sa vie d'ailleurs, je pense. Martha et Louis n'ont été séparés que quelques heures.
avant de mourir l'un et l'autre. Ça, je trouve, c'est un rêve, ça, pour un couple. C'est un rêve, mourir ensemble. Et tout de suite, on s'est dit, il faut préparer en grand la fin de Louis et de Martha. Voilà. Tout le monde voulait être de garde, prendre la garde autour des cercueils. Et je me souviens de ça, de la fierté qu'on avait de tenir la garde auprès de... Moi, je m'étais mis au cercueil de Martha. Et je me souviens de cet accompagnement du chant des partisans et de la Marseillaise, et du chant des partisans et de la Marseillaise. Et on était une masse d'hommes, de femmes, de militants, d'engagés, comme on dit, de résistants. Non, c'était très beau. Très beau, très, très, très affectueux, très militant. Debout, camarades. Voilà. S'il y avait quelque chose à dire, c'était ça. Martha aurait dit « Debout, camarades, debout, debout ». Il y a de la nostalgie, là. Il y a de la nostalgie. Je veux dire, de toute manière, de jour en jour, on apprend des choses par des témoignages, par des archives, par des historiens. Et c'est formidable, quoi. C'est un super héritage, quoi. C'est un super héritage. Voilà.